Mais d'abord, l'invité politique de la matinale. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Triple casquette pour notre invité ce matin, député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur du budget et également chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Beaucoup de questions à vous poser avec Alix Bouillaguet. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Depuis dimanche, Sébastien Lecornu se démultiplie sur le front de l'antavirus, une opération qui se veut transparente, assortie d'un durcissement des mesures avec la mise sous quarantaine à l'hôpital des 26 cas contacts. Est-ce que le Premier ministre a eu raison de prendre un principe de précaution maximale ? Oui, je pense qu'il a eu raison. J'avoue que dimanche, quand j'ai appris, comme tout le monde, que les patients qui revenaient du bateau, les cas contacts, allaient être isolés essentiellement chez eux après un court passage à l'hôpital, on a réécouté l'information pour savoir si c'était une vérité, parce que ça aurait été très déraisonnable. Et le Premier ministre a tout à fait eu raison de recadrer les choses et de décider que le confinement et l'isolement de ces patients, ces cas contacts, ce n'est pas des patients, ces cas contacts, se fassent vraiment de façon rigoureuse à l'hôpital. Voilà. 54% des Français se disent inquiets selon un sondage ELAB. Une majorité redoute de vivre un nouveau Covid. La ministre de la Santé affirme qu'il n'y a pas de circulation du virus. Est-ce qu'ils ont tort d'être inquiets ou est-ce qu'il y a de quoi nourrir des inquiétudes ? Non, mais c'est une maladie qui est très grave. C'est-à-dire que quand vous l'attrapez, vous avez une chance importante de mourir. C'est 40%, c'est ça ? 40%, c'est 30 à 50%, mais en réalité, c'est un chiffre qui ne veut rien dire, parce qu'il faut aussi l'interpréter en fonction de votre écosystème médical. Il est évidemment beaucoup plus grave d'attraper la maladie dans un village reculé d'Argentine qu'à l'hôpital Bichat où vous avez de la réanimation. Donc il faut aussi moduler cette affaire-là. L'exemple d'Ebola est très intéressant. Ebola, c'est considérablement mortel en Afrique. Quand vous arrivez en Europe, vous avez Ebola, on vous soigne et vous ne mourrez pas, ou moins. Donc c'est très grave. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où c'est très grave, il faut prendre des mesures qui sont des mesures strictes. Et le vrai sujet qui se poserait en matière de dissémination, c'est s'il apparaissait des cas en dehors des Français qui étaient sur des patients qui étaient sur le bateau. Et puis, il y a aussi ce risque d'un nouveau variant. À ce stade, là aussi, on peut être plutôt rassuré. Alors, les virologues disent que c'est un virus qui mute relativement peu et le séquençage en cours, qui n'est pas manifestement terminé, semble dire que c'est exactement la même souche que la souche initiale. Donc la mutation n'a pas eu lieu. Mais en théorie, les virus peuvent muter, oui, c'est vrai. Vous avez affirmé récemment qu'on aurait seulement 2 à 10 semaines de masques d'avance. Ce n'est pas du tout ce que dit le gouvernement. Le gouvernement parle d'un stock suffisant pour protéger le pays pendant minimum 3 mois en cas de vague épidémique. Il ne dit pas la vérité, le gouvernement ? Non, moi, ce que je dis, c'est simplement ce que j'ai lu dans le rapport de la Cour des comptes de mai 2025. Tout le monde peut aller voir. À l'époque, la Cour des comptes se pose la question: quels sont les stocks de masques en France ? C'était le problème en 2020. Il est quand même nécessaire de se poser les questions. Et que dit la Cour des comptes ? Elle dit d'un côté, le Haut Conseil de la santé publique dit qu'il faudrait 7 à 12 milliards de masques, 7 à 12 milliards. Pour affronter une vague épidémique. Voilà. Et tout masque confondu. Et la Cour des comptes dit on n'en a que 2 milliards. Et la Cour des comptes dit non seulement on n'en a pas assez si on se base sur les besoins définis par le Haut Conseil de la santé publique, mais qui pourraient être contestés, mais enfin, elle a dit, il y a une différence. Et en plus, la Cour des comptes dit oui, mais il y a un problème supplémentaire, c'est que les masques viennent à péremption, ce qui est normal, et il conviendrait d'avoir une gestion dynamique des masques, c'est-à-dire en les donnant aux hôpitaux, en en achetant de nouveaux, etc. Donc vous dites qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de masques pour tenir la longueur en cas de crise. Je dis simplement, moi je ne sais pas combien il y a de masques. Je dis simplement que dans le rapport de la Cour des comptes d'il y a un an, on nous dit qu'il y a 2 milliards de masques en stock, alors que le Haut Conseil de la santé publique préconiserait d'en avoir 7 à 12. Vous alertez aussi sur l'approvisionnement de certains matériels médicaux, notamment en cathéters liés au blocage du détroit d'Ormuz. Vous redoutez une pénurie sur le matériel médical ? Alors, non, là, je redoute rien du tout, parce qu'il n'y a pas de pénurie de matériel médical. Hein, vraiment, il faut le dire. Il n'y a pas de pénurie aujourd'hui de matériel médical. Simplement, des industriels des dispositifs médicaux, les seringues, les perfusions, etc., sont venus voir un certain nombre de députés, dont votre serviteur, et ont dit attention, nous risquons de souffrir de pénurie de matériel qui pourrait mettre les stocks des hôpitaux en difficulté. Donc j'ai interrogé le ministre de l'Industrie, c'est mon rôle de député, lundi, officiellement, par un courrier en lui disant: Monsieur le ministre, faites-moi l'analyse de ces risques de pénurie qui aujourd'hui sont redoutés par les industriels, mais dont j'ignore absolument la réalité.
Parce que c'est ça le deuxième sujet d'inquiétude lié à ce détroit d'Ormuz, c'est la hausse des prix du carburant. Sébastien Lecornu a annoncé de nouvelles aides ciblées. Elles devraient être notamment élargies aux taxis. Il a dit récemment qu'il va falloir changer d'ampleur et d'échelle. Vous êtes rapporteur au budget. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. En tout cas, jusqu'ici, Lecornu a eu raison de serrer les robinets parce que nous n'avons pas les moyens de déverser beaucoup d'argent chez les entreprises ou chez les Français pour aider au prix à la pompe. On n'a pas les moyens. Je vais dire les choses clairement. Entre 2021 et 2024, l'État a versé 72 milliards d'aides aux entreprises ou aux particuliers pour les aider face à la crise de l'énergie. 72 milliards. Et là, on est à environ 500 millions. Et je pense qu'on aura du mal à aller beaucoup plus loin. La réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens. On n'a plus les moyens. On n'a plus de marge de manœuvre sur beaucoup de choses, y compris sur les aides aux Français. Et donc, le gouvernement a raison d'être très sélectif, des aides très ciblées, limitées dans le temps. Il n'y a pas de cagnotte. Il n'y a pas de cagnotte, j'y allais. Les recettes fiscales sur le carburant ont baissé de plus de 100 millions à cause de la chute de la consommation et effectivement de la hausse des prix. Donc c'est ce que dit Sébastien Lecornu. Ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour les finances et aussi pour financer des nouvelles mesures. Une crise économique, une crise pétrolière, évidemment, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Donc tous nos petits camarades qui, il y a un mois, disaient « Oui, l'État va s'enrichir sur le dos des Français », mentaient. Ils savaient qu'ils mentaient, mais ils mentaient quand même. Moi, je vais vous dire, je pense que la politique, c'est un art compliqué, mais la première condition pour faire de la politique, c'est de dire la vérité aux Français. Et moi, je peste contre tous ces hommes et ces femmes politiques qui racontent n'importe quoi. Non, il n'y a pas de cagnotte. La crise pétrolière, oui, elle est grave pour les finances publiques, et nous n'avons pas les moyens de mettre en place les aides que nous avons eues les années précédentes. Ça ne signifie pas qu'il ne faut rien faire, mais ça signifie qu'il faut identifier précisément ceux qui ont besoin des aides et organiser l'aide le plus juste possible. Un tout dernier mot là, sur ces questions de finances publiques, sur la taxe petit colis qui devait rapporter 400 millions sur un an. Elle ne rapporte que 2,3 millions par mois. C'est complètement raté. Non, alors comment dirais-je ? C'est une taxe qui, si elle doit fonctionner au niveau européen. Parce que si vous taxez un colis, ce colis chinois qui arrive de Chine, il atterrit à Roissy. Si vous le taxez à Roissy, mais pas en Belgique, qu'est-ce qu'il se fait ? Il atterrit en Belgique et puis il passe par la route et il entre en France. Il a échappé à la taxe française. Donc, logiquement, cette année, tous les pays européens devraient appliquer la même taxe et on devrait s'en sortir comme ça. En tout cas, les petits colis chinois, c'est un danger mortel pour les PME et PMI, les artisans commerçants français. Il faut vraiment mettre des droits de douane très élevés sur les petits colis chinois. Hier, dans le procès en appel du procès libyen, 7 ans de prison ont été requis contre Nicolas Sarkozy ainsi que 300 000 euros d'amende. C'est une peine similaire à ce qui avait été requis en première instance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que c'est très sévère. Ça m'inspire que de la sympathie, je vais vous le dire, pour Nicolas Sarkozy. Moi, je suis fidèle à mes engagements amicaux. Il reste une référence au sein de la droite. Il a été président, c'est notre dernier président de la République. Sa présidence a été une bonne présidence. Objectivement, il faut quand même le rappeler. Et il reste aussi que je trouve que le réquisitoire est très sévère. Les faits sont graves aussi. Les faits dénoncés sont graves, mais comme vous le savez, sont encore récusés par le principal accusé. Votre candidat, parce que la présidentielle aussi, on y arrive assez vite, ce sera dans un an, c'est Bruno Retailleau. Il se démultiplie sur le terrain, pour l'instant assez sous les radars. Oui. Vous y croyez aux chances de Bruno Retailleau ? Non, mais d'abord, il a raison de se démultiplier. C'est bien simple. Il y a deux problématiques. La problématique, c'est que notre famille politique, les LR, nous devons avoir un candidat à la présidentielle. C'est inimaginable. Jusqu'au bout ? Non. Il faut qu'on en ait un dans la compétition. Aujourd'hui, c'est Retailleau, puisqu'il a été désigné par les militants. Et il faut le soutenir. En plus, je vais vous dire, Retailleau, pourquoi on vote pour quelqu'un ? On vote pour le programme, on vote aussi pour une personnalité. Moi, je le connais. Objectivement, c'est un homme bien, c'est un homme droit. Et c'est très important, quand vous allez confier les clés du pays à quelqu'un, de savoir quelle est la personnalité de la personne que vous désignez. La deuxième étape, ça sera ensuite de regarder à droite et au centre quels sont les candidats et qui peut le plus y arriver. Alors, on a déjà quand même le casting qui se dessine. Édouard Philippe, il est lancé. Gabriel Attal, ça ne devrait pas tarder. Mais vous en avez beaucoup Bruno plus. Retailleau, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous en avez beaucoup plus. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe si les sondages donnent ces 3 candidats dans un mouchoir de poche à Noël ? Il faudra trouver un moyen
pour les départager. On ne peut pas avoir 3 candidats à la fin, à la présidentielle, parce que si vous avez 3 candidats au premier tour de la droite, vous n'en aurez aucun au second tour. Et moi, évidemment, nous ne le voulons pas. En attendant, encore une fois, Bruno Retailleau, il développe son programme, qui est le programme des Républicains. Il faut l'aider, il faut tout faire pour arriver en tête de ce trio. Mais en réalité, vous verrez, ça ne sera pas un trio, il y en aura beaucoup plus, des candidats. Mais donc, en même temps, vous ne dites pas qu'il faut une primaire. Non, mais moi, j'ai toujours été favorable à la primaire. Donc vous dites une primaire, ce serait le plus simple. À partir du moment où les Républicains ont décidé, les militants, moi je suis membre des Républicains, de désigner Retailleau, moi je soutiens Retailleau. Vous savez, je suis un homme très simple. Simplement, je dis qu'une fois qu'on aura fait ce travail jusqu'à la fin de l'année, on regardera où nous en sommes, mais il faudra trouver une solution. Et pourquoi pas une primaire? Et pourquoi pas une primaire? Mais je plaide encore une fois pour que Retailleau arrive devant et qu'il n'y ait pas de question. On vous a bien compris, Philippe Juvin. Bonne journée à vous.